Tu parles, le podcast qui s'intéresse à l'autre. Salut, je suis Raphaël et bienvenue dans Tu parles. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé à une thématique universelle finalement, c'est la solitude. On est parti de cette thématique pour discuter. Alors vous verrez, c'est parti dans plein d'autres sujets et c'est ça que j'aime avec Tu parles, c'est le fait de ok, on part d'une thématique, mais finalement, on va toucher plein d'autres choses qui sont liées ou pas, ou sur lesquelles on déborde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nikita et de Noémie. Noémie, vous l'aviez entendu dans le précédent Tu parles sur l'hypersensibilité. Et là, j'accueille aussi Nikita qui se présentera et qui est un peu instigatrice, ou disons la personne qui a amené la thématique de la solitude. Alors vous allez entendre, c'est super intéressant, on va parler pendant un assez long moment de cette solitude, ce que ça représente, les aspects négatifs, les aspects positifs, ce que ça apporte, ce que c'est comme besoin, mais aussi ce que ça peut engendrer. Et ensuite, on abordera d'autres thématiques, on a un peu débordé à quelques moments sur l'anxiété mentale, qu'est-ce que c'est l'anxiété quand on est seul, comment ça se présente, comment on traite ça. Et finalement, alors pour des raisons obscures, mais peut-être liées à l'anxiété, et certainement liées à l'anxiété, on est arrivé sur la thématique des études. Alors je tiens à préciser que c'est les études en Suisse. On va parler principalement de collège, ce qui correspond au gymnase ou au lycée. Et donc voilà, c'est un peu ce qui est très intéressant avec cette discussion entre nous trois, entre Nikita, Noémie et moi, c'est que voilà, on est parti de cette thématique de la solitude qui tenait à cœur à Nikita. Et petit à petit, on s'est orienté sur d'autres chemins sur l'anxiété. Alors, la solitude peut engendrer l'anxiété, et l'anxiété, ensuite, elle peut engendrer une discussion sur le système scolaire ou les études supérieures, parce que ça peut provoquer du stress, voire de l'anxiété. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans Tu parles, c'est le fait que tout soit lié, qu'on parte de quelque chose pour aller ailleurs et qu'on utilise tout ça pour découvrir quelqu'un. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec le podcast et cette discussion entre Nikita, Noémie et moi. Tu parles, le podcast qui s'intéresse à l'autre. Salut Nikita. Bonjour. Salut Noémie. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, trop bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Peut-être comme la fois précédente, vu que Noémie, t'étais déjà là la fois précédente, tu connais un peu le système. Peut-être on va commencer par se présenter. Peut-être Nikita d'abord, vu que t'es nouvelle autour de la table. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que t'as envie de dire. C'est moi, Nikita. J'ai 20 ans et c'est pas très intéressant, mais je viens de la campagne et je rencontre pour la première fois aujourd'hui, je vous rencontre pour la première fois aujourd'hui, vous deux. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Direct des conversations intenses, première rencontre, tu vois. C'est clair. Et toi, Noémie? Bon, les gens t'ont déjà entendu. Mais... Exactement, donc moi je m'appelle Noémie, je suis un tout petit peu plus âgée que Nikita, j'ai 22 ans. Et puis en 2 mots vraiment, je suis étudiante en formation pour devenir enseignante. Et puis je suis très contente aussi d'être là autour de cette table pour parler d'un sujet assez profond quand même. Toujours. Toujours. Presque. Et puis voilà, je me réjouis aussi de découvrir vos avis et de voir ce que ça va donner, de parler de ça. Et moi, vous connaissez, mais du coup, je remarque que je commence à être vieux. J'ai bientôt 26 ans. Aïe! Mais ouais, je me réjouis aussi de ce thème de la solitude. Alors, en préparant un peu ce podcast, je me suis déjà posé la question quelle était notre vision de la solitude, parce que je pense par exemple que moi j'ai une vision assez différente, enfin pas forcément, mais en tout cas une définition à laquelle on pense pas forcément. Donc je pense que ce serait hyper cool si vous donniez votre définition vite fait, hein. C'est pas besoin d'être une définition de dictionnaire de ce qu'est la solitude pour vous, ce que ça peut représenter, mais plutôt une définition large, disons.
Tu veux que je commence? Ben, vas-y. Alors, j'improvise sur le moment parce que j'ai pas du tout réfléchi à cette question. Il Mais faut improviser sur le moment. c'est ce qui va se passer tout le long. Pour moi, je pense que je le vis. La solitude, je la vis en tout cas pour le moment de manière plutôt négative. Et c'est un sentiment vraiment très négatif pour moi, mais je sais que ça peut ne pas l'être. Et du coup, je suis en pleine introspection pour essayer de vivre mieux cette solitude et être comblée, heureuse toute seule. Du coup, pour moi, la solitude, dans tous les cas, je la vois comme quelque chose de négatif. Et puis, je dirais que c'est un sentiment vraiment de... Oh, mais c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est vraiment un sentiment de tristesse intense, d'être seule. Parce que je pars du principe que si on est seul, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en soi ou avec les autres. Et du coup, je vois vraiment ça comme quelque chose de négatif. Parce que la solitude, je vais vraiment la ressentir sur le long terme. Pour moi, la solitude, c'est quelque chose de long qui dure dans le temps. Parce que sinon, c'est juste être seul à un moment donné. Du coup, oui, mais la solitude... Enfin, vraiment, pour moi, la solitude, c'est sur le long terme. Je vais pas, si je suis seule, tout d'un coup, une soirée ou même sur 3 jours que je suis seule dans mon appartement, je vais pas appeler ça de la solitude. C'est vraiment... La solitude, pour moi, c'est un sentiment qui est vraiment profond, interne, puis qui dure longtemps. Ouais, c'est la première connotation que j'ai eue aussi, en me disant, ouais, mais solitude, il y a vraiment une forme de... quelque chose sur la durée, d'hyper négatif. Puis après, j'ai réfléchi pour moi, et puis je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai un besoin de solitude. Ça veut dire que j'ai besoin, ça dépend ce que tu définis par longue durée, enfin long terme, je pense que c'est plutôt en semaines ou en mois que tu mesures. Ouais, je dirais oui. Ouais. Bah, moi j'ai des moments, peut-être un jour, où j'ai besoin d'être seul et de voir personne. Et je qualifie ça quand même d'un besoin de solitude. Pour moi, être solitude, c'est être seul. Physiquement et mentalement d'ailleurs. Non, mais du coup, pour moi, solitude... Enfin, tu vois, si tu te retrouves un soir tout seul parce que t'as été une journée entouré de monde, je vais pas appeler ça de la solitude. Enfin, en soi, non, c'est un... Ouais. Je pense que dans le français... En français, tu dois appeler ça de la solitude, puisque finalement, la solitude, c'est le fait d'être seul. Mais personnellement, pour moi, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui va durer. Et c'est un état d'esprit, en fait. Être dans la solitude, c'est avoir une... certaines pensées, en fait, négatives. Quelles pensées négatives? Ben, je sais pas, se sentir seul ou se sentir... peut-être pas différent, c'est peut-être pas le mot que je veux dire, mais c'est vraiment, même si t'es entouré de personnes, même si t'es au milieu d'une foule de personnes, quand tu ressens de la solitude, c'est que tu te sens seul malgré tout l'environnement qu'il y a autour de toi, malgré tout le contexte. C'est pour ça que je disais solitude, c'est aussi un point de vue mental. Genre, tu peux être entouré de plein de mondes physiques, mais te sentir seul. Ou au contraire, être très peu entouré, mais ne pas te sentir seul. Du coup, ouais, si je devais revenir à cette définition, pour moi, la solitude, c'est vraiment un état d'esprit, c'est la solitude mentale. Enfin, moi, je la vois comme ça. C'est pas le fait d'être seul physiquement à un moment donné. De toute façon, c'est pas ce qu'on va traiter, parce que ça nous arrive à tous d'être seuls. Encore le besoin d'être seul, c'est peut-être autre chose, mais... Ok, et du coup, cette solitude, vu qu'elle a souvent une connotation négative, bah en quoi c'est négatif pour vous? Enfin, ça amène quoi de négatif, du coup, le fait d'être seul, soit physiquement, soit mentalement? Moi, je dirais que c'est... En fait, ça a une connotation négative pour moi parce que j'ai l'impression que tout ce que je vis et tout ce que je fais, quand je le fais à plusieurs, c'est tout le temps mieux que quand je le fais seul. Et du coup, je trouve que c'est négatif encore pour le moment parce que j'ai l'impression que vivre des choses seul, oui, ça peut être cool, mais c'est toujours moins cool que quand je le vis avec quelqu'un. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est super clair, mais du coup, je me demande, quand t'es vraiment seul ou t'as des phases où tu vois pas des gens pour qu'importe la raison, en fait, du coup, tu vas forcer le contact vers quelqu'un pour justement pas être seul et puis
avoir cette impression de plus pouvoir partager, ou tu vas pas le forcer, puis, entre guillemets, accepter le fait d'être seul pendant un moment? Je pense que, de toute façon, ça m'arrive. Enfin, je suis une personne assez sociable, donc ça m'arrive très très régulièrement de faire la plupart des choses que je fais avec des gens. Mhm. Et, euh, et ouais, si je me rends compte surtout que je dois me forcer, en ce moment en tout cas, j'ai dû me forcer plusieurs fois à faire des choses seule et à me dire non, t'appelles pas quelqu'un pour faire ça avec toi et tu essayes d'en profiter seule, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc ouais, je pense, j'aime pas le me forcer. Je me force à essayer de voir quelqu'un parce que c'est pas du tout, enfin pour moi c'est plus naturel. Mais du coup, ouais, j'essaye la majorité du temps de faire des choses avec des gens. Et du coup, qu'est-ce que tu as dû ou voulu, ça dépend, faire seul récemment? La grosse expérience qui m'est arrivée récemment, c'est aller prendre l'initiative d'aller voir un concert toute seule. Parce que pour moi, enfin, c'était impensable pour moi d'aller voir un concert, d'acheter un billet, juste un seul, et d'aller voir un concert toute seule. Parce que pour moi, c'était tout le temps, même des petits festivals ou des choses comme ça. L'été, souvent, je disais, je peux pas y aller parce que j'ai personne avec qui y aller. Et genre, quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai pris conscience de ça, j'étais là, mais en fait, non, si j'ai envie d'aller voir un groupe seul, je peux aller le voir seul. Puis en plus, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas besoin de trouver quelqu'un qui aime aussi ce groupe-là, enfin ouais, Ce qui a qui est souvent envie. très 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 compliqué. Effectivement. Et ouais, je me suis dit. Et puis, enfin, au moment. J'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Genre, j'étais chez moi un soir à genre 1h du matin et j'ai vu que ce groupe-là passait en concert à Bulle. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'aller les voir. Et pourquoi pas y aller seule. Et j'ai acheté ce billet seule. Enfin, c'était vraiment fait sur un coup de tête et une espèce de réalisation en genre 30 secondes de ah, mais en fait, c'est bon, j'y vais. J'ai fait ça toute seule et j'ai été hyper contente de pouvoir faire ça toute seule et de vivre ça toute seule aussi. Du coup, c'était bien. Du coup, c'était positif, ouais. C'était très positif, ouais. Mais juste avant d'aller à ce concert, du coup, t'as pas regretté d'avoir pris le billet? Enfin, t'as pas eu un moment d'appréhension où t'as réalisé ce que t'as fait, puis du coup, tu t'es dit ah non, mais vraiment, je vais vraiment y aller seule ou... Enfin, tu vois, une Ouais. sorte de regret de ce que t'as fait en mode non, mais maintenant, je suis plus du tout dans cet état d'esprit-là. Alors, le concert en lui-même, pas. Genre, quand j'étais là-bas, j'étais trop contente parce que c'est une petite salle et du coup, je me suis posée au milieu, un peu dans un coin, près de la régie et genre, j'étais là, je regardais les gens qu'il y avait et je connaissais 2-3 personnes vite fait et du coup, j'aimais bien avoir cette position du regard extérieur, d'être là et d'observer tous les gens qui sont là et tout ça. Mais le moment qui est un peu moins bien passé, c'était le avant. Genre, je suis arrivée sur place 45 minutes, 1 heure avant, dans la ville. Ça, c'est ma hantise. Après, tu tournes en rond comme ça, tout seul. Ouais, et je me suis dit, bon, en règle générale, si j'avais été voir un concert avec quelqu'un, j'aurais été boire un verre avant. Je vais boire un verre toute seule. Je connais pas les bars de la ville, je connais rien. Qu'est-ce que je fais? Et c'était très drôle parce que j'ai pris un bar au bol dans lequel j'avais jamais été. J'ai dit, vas-y, je vais me poser là-bas. Puis en fait, je recherchais vraiment un truc un peu chaleureux, genre vieux bar sympathique avec des canapés, des trucs comme ça pour être tranquille toute seule. Et en fait, je me suis retrouvée dans un espèce de pub un peu vraiment, vraiment pas génial l'endroit et tout. Et au final, je me suis dit, ça fera une anecdote à raconter. Et puis, enfin voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai que avant, c'était quand même plus compliqué. C'était moins. Ouais, j'étais là, je suis assise là, toute seule, et les gens me regardaient bizarrement, genre, qu'est-ce que cette fille de 20 ans vient faire ici à boire une bière toute seule, un samedi soir? C'était bizarre comme situation, mais... Ouais, c'est vrai que, en même temps, moi, ce qui me freinerait le plus à vivre ce genre d'expérience, enfin, je vais à des concerts et si j'y vais seul, je m'en fiche, mais c'est vraiment le regard de l'autre pendant les moments qui ne sont pas l'événement en question. Genre avant, ok, tu fais quoi? Tu veux pas non plus te pointer 1 minute avant le concert ou comme ça? Ouais, moi c'est ça. Et pourtant, j'attache peu d'importance au regard de l'autre, mais là, c'est vrai que vivre une telle expérience, entre guillemets, hein, c'est pas non plus un tour du monde seul, mais je crois que je le fais, mais j'ai justement, comme tu disais, Noémie, ce moment de est-ce que j'y vais vraiment? Mais, je sais pas en fait. Mais j'ai les billets. Oh, mais c'est pas grave. Donc, trop bien ton expérience. Puis du coup, ça te
ça t'encourage, je sais pas trop comment dire, ou ça t'aide à mieux vivre les autres moments où tu te sens seul. Le fait d'avoir, enfin, c'est un peu un insight ou un déblocage, un événement, un tournant, je sais pas trop comment dire. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça m'a... Enfin, c'était une bonne expérience parce que je suis sortie de ma zone de confort et j'adore sortir de ma zone de confort. Pas tout le temps pour tout, mais quand c'est moi qui choisis, en général, j'aime bien. Et c'était une bonne expérience. Après, je sais pas à quel point ce sera autant bien si je le refais encore une fois. Parce que c'était un peu ce truc aussi de nouveauté, de ouais, c'est la première fois que je vais voir un concert toute seule, mais je pense pas que je referais ça chaque semaine, tout le temps. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a appris Bah, que je pouvais... sur toi Ouais. que je pouvais apprécier faire quelque chose toute seule, sans forcément le partager avec quelqu'un. Enfin, que ça pouvait être bien aussi, quoi. C'est fou. J'aime trop faire des trucs tout seul, c'est pour ça. Après, c'est clair que c'est quand même avec les autres, ou quand t'es en groupe, avec tes potes, ou ta famille, ou n'importe, que là, il y a du partage, et puis tu vis, enfin, tu crées un souvenir. Enfin, je me suis assez peu souvent créé des souvenirs tout seul, il y en a, mais... Ouais, je sais pas, je comprends bien le fait de se sentir plus vivant avec l'autre. Mais en même temps, des fois, on n'a pas le choix d'être seul. Et moi, je pense que, je sais pas, du coup, ça peut nous faire apprendre plein de choses. Parce que là, tu me disais en préparant ce podcast, la rencontre de soi, ou une forme d'introspection, bah, j'ai l'impression que tu l'as beaucoup plus facilement si t'es seul. Ah, c'est clair. Je suis hyper influencée par les relations que j'ai avec les gens. Et je me suis rendu compte, en me retrouvant seule, que... Enfin, je me suis retrouvée seule pendant un moment et j'ai fait une grosse introspection. Et je me suis rendu compte, en re-rencontrant des gens par après, que j'arrive plus. Si j'ai des relations proches avec des gens qui m'impactent, c'est hyper dur de se concentrer sur soi. Enfin, très vite. J'ai pas cet avis-là, personnellement. Mais, bah, alors oui, en étant tout seul, on a le temps d'apprendre à se connaître, de se recentrer sur soi, de faire de l'introspection. Mais personnellement, je me nourris tellement des relations que j'ai avec les gens. Par exemple, des moments que je passe avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes ou même avec juste des inconnus dans le train, si je prends le train. Et je sais pas, il y a ce moment d'échange, là, où je suis parmi les gens. Et après, il y a le moment d'après où je suis toute seule. Et je vais justement me... Ben, c'est grâce à la relation, au partage que j'aurais eu juste avant que je pourrais, disons, je sais pas, faire évoluer ma pensée. Voilà, m'introspecter. C'est vraiment grâce à la relation juste d'avant que je pourrais... je sais pas, changer des choses en moi, réfléchir à ma façon d'être, à ma façon de penser. Peut-être parce que je suis profondément influençable par tout le monde, mais vraiment, je me nourris des relations avec les autres. C'est juste humain. C'est l'expérience qui fait que tu peux réfléchir aux conséquences de l'expérience. Mais justement, je trouve que du coup, la solitude, dans ce sens-là, elle est super négative, puisque du coup, quand t'es seule, bah, j'ai l'impression que j'ai plus de quoi me nourrir, j'ai plus de quoi partager quelque chose avec quelqu'un qui pourra me nourrir par la suite et me faire grandir, évoluer. Mais pourtant, être seul, c'est aussi une expérience. Oui, mais t'as rien à partager, il n'y a rien qui va t'inspirer, il n'y a rien qui va... Mais tu peux te recentrer sur toi. Mais j'ai l'impression que quand je me recentre sur moi, bon après du coup c'est peut-être mon défaut et c'est peut-être sur ça que je devrais travailler, mais quand je suis toute seule avec moi-même, je pars dans tous les sens, puis j'ai plutôt des idées tellement négatives à me dévaloriser et à vraiment que voir ce qui va pas en soi dans ma vie, alors que quand je suis avec d'autres gens, justement, ils m'ouvrent un peu tous les autres horizons qui sont plutôt positifs et même de discuter avec eux quand j'ai besoin de... je sais pas, d'avoir d'un moment d'introspection, justement, le fait de discuter avec eux et puis de réfléchir sur moi avec eux, avec la personne ou les personnes avec qui je suis, bah, ça me permet de voir
tout ce qu'il y a en dehors de mes œillères négatives quand je suis toute seule. Je sais pas si vous avez compris ce que je disais, mais... Ça veut dire que quand tu te retrouves seul, tes pensées auront tendance à partir dans tous les sens ou à tourner ou à faire des raccourcis qui sont un peu faux. Oui, totalement. Donc ça veut dire que... Je ne veux pas parler d'anxiété parce que c'est beaucoup plus fort que ça, l'anxiété. Non, mais je pense que oui, tu peux parler d'anxiété. Franchement, oui. J'ai un gros problème d'anxiété. Je dirais pas de... Je pense que le terme qui est beaucoup trop gros, c'est dépression. Je suis quand même pas en dépression. Il y a déprime et dépression, on est bien c'est d'accord. Ça. Mais même déprime, Ouais, je dirais fort. pas que c'est une Ouais, déprime. C'est vraiment de l'anxiété. J'ai de l'angoisse ou de l'anxiété. Et du coup, ça fait que... c'est à cause de ça, de cette anxiété, que pour moi, la solitude, c'est non, c'est négatif. Non, pas possible. Mais est-ce que tu as quand même des moments où tu as besoin d'être seul? Tu disais, ok, j'ai une journée chargée où je vois plein de monde le soir. Oui, j'adore. J'aime bien que ce soit calme. Oui, ça j'adore, mais un soir, pas plus. Ok, ouais. Donc genre, si je te dis, ok, maintenant, pendant une semaine, tu vois personne. Non, pour moi, ça, je me dis, non, mais les 2 premiers jours, ça va être cool. Puis après, au bout de 3 jours, je vais me dire, ils sont où les gens, quoi? J'ai besoin de parler, juste de raconter ma journée, même un truc débile, même ce que j'ai fait ce matin, j'ai besoin de le raconter à quelqu'un. Et du coup, je trouve qu'en étant seule, c'est ça qui manque. C'est à qui tu vas raconter... je sais pas, tu vas à un concert, justement, tu vas voir la personne en face de toi, elle est trop bien habillée, du coup, à qui tu vas dire « Oh, regarde, je trouve ça trop beau », tu vois. Si t'es tout seul, tu te le dis à toi-même, et puis c'est tout. Du coup, ça n'amène rien. Tandis que si t'es avec quelqu'un, tu vas lui dire à ce quelqu'un « Oh, regarde, j'adore la robe de la fille qui est en face. » Mm-hmm. Et donc, quand tu te retrouves seul, tu remets tout en question. Oui, clairement. Ça me fait rire que tu dises ça, parce que c'est vraiment genre la position dans laquelle je suis. Enfin, je comprends totalement ce que tu dis, et c'est genre justement pour ça que je me suis dit il faut que de ma propre initiative j'apprenne à être seule, parce que je me suis dit mais en fait ça veut dire que je dépends de mon entourage, et le jour où ils sont plus là, eh ben je fais comment? Je vais péter un câble, quoi. Genre je vais pas réussir à vivre toute seule, et du coup genre c'est ce sentiment de dépendance à l'autre et ce sentiment de dépendance au monde extérieur, ben, il m'a fait me dire que maintenant, il faut que j'apprenne à être bien seule pour plus me sentir dépendante. Mais après, je sais pas vraiment si c'est de la dépendance, parce que tu vois, juste le fait d'avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un, enfin, de partager dans le sens raconter quelque chose à quelqu'un, est-ce que c'est vraiment être dépendant de cette personne? Je sais pas. C'est le propre de la joie, entre guillemets. Alors, je sais pas si tu décris la tenue de quelqu'un que t'aimes bien si on est dans de la joie, mais si t'es dans un état de joie, ça peut être un concert, du coup. Le besoin qui découle de l'émotion de la joie, c'est le partage. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois plus comme du partage plutôt que de la dépendance. Mais après, je comprends tout à fait la notion de dépendance dans un autre contexte. Si jamais il se passe un truc, est-ce que je vais pouvoir me démerder tout seul? C'est ça. Enfin, quand je parle de dépendance, c'est pour dire plutôt dans le sens que le raconter à quelqu'un d'autre, ce soit plus du bonus qu'un besoin. Ouais, ok, alors là, je vois mieux. Non, mais c'est trop important de raconter des choses à des gens. Ah, mais on est bien d'accord que voir des gens, c'est vital, hein, c'est un besoin vital, de toute manière, la relation sociale. Mais j'ai l'impression que c'est une dualité, parce que il y a des gens qui ont de la peine à être avec d'autres personnes. Tu peux être dans une anxiété sociale ou une phobie sociale. Et il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Alors, je ne sais pas comment on appelle, s'il y a un mot spécifique, mais du coup... Ouais. Et donc, tu te poses la question de est-ce que tu dépends de l'autre? Enfin, en l'occurrence, de tes proches. Ben, je me sentais dépendante. Enfin, il y a un moment donné où je me suis sentie dépendante, ouais. Parce que, en fait, ça poussait aussi à ce que je m'accroche aux gens. Genre, beaucoup. Parce que j'avais peur d'être seule et j'avais peur qu'ils partent et d'avoir plus rien à raconter à personne et tout ça. Et je pense... Enfin, ouais, je me suis sentie dépendante, et je me suis sentie aussi, genre, mal à l'aise avec le fait de me retrouver seule, parce que je me suis dit... Enfin, j'avais peur de... J'ai toujours des fois, mais j'ai peur d'être seule face à moi-même, parce que justement, bah, les mauvaises... Enfin, je pense à plein de trucs négatifs, je me remets en question, tout d'un coup, je suis face à moi-même. Enfin, c'est flippant, quoi. C'est hyper flippant, je trouve.
Et en fait, je me suis dit, ouais, je suis un peu dans l'évitement de ça et je suis en train de repousser, dans le déni de la rencontre avec moi-même et je suis en train de repousser ça et c'est pas forcément bon. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que au lieu de le subir un jour parce que je me retrouve seule, est-ce que je ferais pas de moi-même, je prendrais pas l'initiative d'essayer d'être seule et du coup d'aller à la rencontre de moi. Du coup, tu es un peu en train de, si je comprends bien, de construire une espèce de cocon protecteur si jamais Ouais. il y a de l'abandon dans l'air. Et tu as utilisé le mot déni que j'ai failli utiliser avant quand tu disais, Noémie, que t'aimais pas être seule en fait. Est-ce que tu es dans l'évitement de quelque chose? Enfin, vous, du coup. Parce que c'est assez intéressant, Nikita, parce que toi, tu parles aussi, tu parles au passé en fait. Ouais, à moitié. Hein. C'est vrai que je me rends compte aussi maintenant, mais non, je suis pas sortie de ça encore. Mais pourtant, du coup, si tu parles au passé, c'est que quand même ta tête est un peu sortie de ça. Je suis en train d'avancer en plein dedans, donc je parle Ouais. au passé avant la prise de conscience surtout. Et donc, le déni ou la peur d'être seul qui pourrait engendrer quelque chose, est-ce que ça veut dire que j'évite d'être seul parce que quand je suis seul, mes pensées vont dans tous les sens et j'assume pas ces pensées? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est plus léger, entre guillemets? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un truc sur lequel travailler? Ah oui, dans mon cas, il y a clairement un truc sur lequel travailler. Je pense que c'est mon anxiété. Ah oui, non, Je sais pas comment l'anxiété. appeler l'anxiété quand t'es seul. C'est anxiété tout court, je crois. Hein. Oui, c'est ça, c'est Bah, c'est souvent là que... l'anxiété, ouais. ouais. De manière générale, mais surtout, hein, mais oui, Mais l'anxiété. du coup, parce que l'anxiété, elle arrive pas... Enfin, les personnes anxieuses, l'anxiété, elle arrive pas à chaque fois qu'elles sont seules. Ça peut arriver... Souvent, l'élément déclencheur, c'est les pensées qui vont dans tous les sens, ça tourne, puis après, ça engendre d'autres choses. Mais... Ouais, mais tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple du concert et que je me mets à ta place, en vivant toute seule dans mon appartement où je sais que je suis seule le soir, le matin, à tout moment de la journée, bah, je prendrais pas l'initiative d'aller voir un concert toute seule parce que vraiment ça ferait que vraiment je suis toute seule chez moi, je vais au concert toute seule, je reviens, je suis toujours toute seule et j'ai personne à qui raconter la chose. Du coup, quand je sais que je suis toute seule sur un long moment, là je vais ressentir de l'anxiété, tu vois, ça va... C'est pas Ça- un truc qui se passe qui peut déclencher. Non, justement, c'est vraiment quand je suis toute seule pendant un long moment. Mais si par exemple je suis chez mes parents ou que j'habite avec quelqu'un à un moment donné et que je me dis bon bah aujourd'hui je me prends une journée où je suis toute seule et je vais voir un concert toute seule et que je sais que quand je rentre il y a quelqu'un à la maison avec qui justement raconter ah c'était trop bien le concert, j'ai vu ci ça, là je vais pas être dans de l'anxiété, tu vois, parce que je sais que j'ai pris mon moment pour moi, pour être toute seule, mais je sais qu'au final il y aura quand même cette interaction sociale et il y aura pas cette solitude où je sais que je suis partie seule le matin et que de toute façon j'avais personne avec qui aller au concert, donc j'y suis allée seule, puis je rentre le soir toute seule parce que ben je suis toute seule à vie. Si tu vois, c'est du coup l'anxiété elle va vraiment venir quand je sais que je suis seule. Ouais, c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est que l'anxiété, du coup, va être déclenchée par le fait de se sentir profondément seul, Oui. du coup. Mhm. Parce que typiquement, moi, je peux passer 2-3 jours seul sans voir du monde, mais ça va pas engendrer du négatif. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, j'aurai envie de voir du monde, et puis je vais voir du monde, et puis ça sera trop bien. Ouais, je vois, mais je dirais que mon anxiété, elle est plus... en fait, elle se déclenche quand j'ai pas choisi d'être seule, mais que malgré moi, je suis seule. Genre, je dois revenir le dimanche soir à Fribourg. Je sais que pendant une semaine, je vais être toute seule chez moi, du matin au soir. Là, je vais ressentir de l'anxiété, mais genre profonde. Tandis que, je sais pas, là, typiquement, ce week-end, j'étais avec des gens. Je sais que je dois revenir sur Fribourg pour 2 jours. Mercredi, je repars revoir des gens. Bah là, je vais pas ressentir de l'anxiété parce que c'est vraiment juste... En attendant, je sais que je suis toute seule 2 jours, mais il y a quelque chose qui va suivre. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive dans 2 jours. Donc je vais pas... Enfin, cette solitude-là, je l'aurais choisie en quelque sorte. Ces 2 jours de solitude, ils s'imposent pas à moi. C'est pas vraiment... C'est moi qui ai choisi quand même d'être seule pendant 2 jours.
Et du coup, est-ce que tu fais attention, ou les deux, est-ce que vous faites attention, vu que vous avez ce fort besoin de pas être trop longtemps seul, est-ce que vous faites attention à dire, ok, là, j'ai une petite période seule, il faut que je prévoie quelque chose, ou alors il faut, oui, ça peut être naturel dans votre personnalité, mais est-ce que vous vérifiez, entre guillemets, que vous avez un truc prévu pour éviter d'être trop longtemps seul, ou est-ce que ça se fait totalement inconsciemment, et puis votre entourage fait que, ou votre vie fait que... Bah, moi, perso, cette question elle me fait toujours rire parce que pour moi, c'est plus je dois m'organiser pour trouver des moments où je suis seule parce que j'ai vraiment tout le temps des choses avec des gens et je fais énormément de choses très sociales. Et ouais, du coup, c'est plus si j'ai envie d'être seule pendant une journée, ça va être une grosse organisation, quoi. Mais du coup, ça te convient bien? Ouais, moi, ça me convient mieux comme ça, ouais. Ça, c'est clair. Enfin, c'est aussi moi qui ai amené au fait que ma vie, elle soit comme ça, je pense. Ouais, bien sûr. Moi, dans le contexte dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire être en études ici à Fribourg, du coup avoir un appartement à moi, mais quand même avoir chez mes parents au cas où, je vais tout faire en général pour... Enfin, si je sais que par exemple, pendant une semaine, j'ai pas trop de cours et je pourrais rester à la maison, je vais organiser ma vie pour être chez mes parents pendant cette semaine-là, pour ne pas être toute seule ici à Fribourg. Du coup, je pense que, je sais pas si c'est inconscient ou conscient, je saurais pas dire, mais je vais tout faire en général pour ne pas être seule chez moi, parce que je trouve ça vraiment nul d'être toute seule chez moi ici à Fribourg. Donc, Et du coup, quand tu es seule, tu trouves ça nul, mais pourquoi? Parce que tu sais pas quoi faire? Ah oui, clairement, je sais pas quoi faire. Donc c'est une forme d'ennui. Enfin, Oui. et du coup, tu fais rien et donc tu réfléchis beaucoup Mhm. et blablabla. Mhm. Ok. Donc disons, là, il faut peut-être qu'on se regarde dans la solitude imposée négative. On pourra parler des éléments positifs parce qu'il y en a aussi même dans ce que tu m'as décrit. Mais du coup, quand vous êtes seul, si je reprends ce que tu m'as dit, Nikita, c'est que il peut y avoir une peur d'être oublié. Mhm. Enfin, je veux dire, il peut y avoir, ça c'est sûr et certain, une peur d'être oublié. Enfin, c'est une peur, c'est légitime. Mais est-ce qu'elle se présente réellement? Genre, est-ce que vraiment votre entourage va vous oublier si vous êtes seul? Quand j'ai parlé de peur d'être oubliée, je parlais pas forcément en rapport Ah. avec la solitude. Et je parlais Du plus en général, dans la vie, dans ma vie, dans la remise en question personnelle aussi. Mais Mais si t'es avec des gens, Voilà. tu peux pas être oublié, non? Oui? Ah ouais, c'est intéressant. Tu peux. Ah, je sais pas. C'est pas grave. C'est encore mieux si on sait pas. Mais après, est-ce que la peur d'être oublié, c'est pas plutôt genre après ta mort, le fait que... Ah. Après, c'est super profond, hein, parce que après la mort, enfin voilà, est-ce qu'on pense vraiment à ça? Mais moi, en lisant la peur d'être oublié, je me dis plutôt, ok, si je meurs demain, à qui je vais manquer, du coup? Quelle trace je laisse? C'est ça, quelle trace tu laisses? Puis, vu que t'auras été seule, je sais pas, dans le cas d'une rupture, tu vois, genre... si t'as un copain, tu te dis, bon, je vais manquer à mon copain, j'espère, si je meurs demain. Mais du coup, si je meurs demain et que j'ai pas de copain et que j'ai pas forcément de groupe d'amis, à qui je vais manquer finalement? Ok. Et du coup, c'est important. C'est tout ça, C'est une direction vers laquelle on peut aller. Après, moi, je réfléchis pas beaucoup. J'ai pas beaucoup réfléchi à ça. Mais du coup, peur d'être oublié, pour toi, c'est quoi? C'était plutôt dans la direction de ce qu'elle disait avant, par rapport à après la mort. Et ça va. Donc, c'est quand même le fait de marquer notre passage. Je sais pas comment dire. Marquer notre vie ou marquer notre entourage. C'est ça? Oui, alors après, je sais pas du tout. Parce que si on marque l'entourage, on n'est pas oublié. Oui, mais je trouve que la peur d'être oublié, pour moi, par exemple, je m'en fiche d'avoir publié 50 articles scientifiques et puis que des inconnus se souviennent de moi après ma mort parce qu'ils auront lu mon article puis ils auront vu que je suis morte. Ça, je m'en tape, clairement. Mais moi, je ressens plutôt la peur d'être oubliée par les gens qui comptent pour moi. Ça me ferait vraiment mal au cœur, par exemple, de me considérer maintenant dans ma vie amie avec quelqu'un
Et puis, si demain je meurs, que cette personne que je considérais être comme mon amie, finalement, m'oublie, puisque qu'est-ce que ça change pour elle que je sois là ou pas? Tu vois, c'est plutôt ça. Donc, la peur d'être oubliée par des gens à qui je tiens et pas par des inconnus, parce que, je sais pas, j'aurais écrit un article, fait des musiques ou tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est hyper intéressant, mais ça questionne toute la notion de relation ou d'amitié ou de famille, parce que si je prends l'exemple de qu'apporte en fait l'amitié ou l'amour ou la famille, si on est proche de quelqu'un, c'est pas possible que la personne nous oublie ou ne soit pas triste. Je sais pas. Sauf si c'est pas du tout une relation. Si c'est une relation au sens unique, tu vois, si toi tu tiens oui. à quelqu'un et que lui ou elle n'a pas du tout ce même rapport à toi. Mais du coup, ça te permet de te poser la question en ayant cette réflexion, de te dire, ok, est-ce que j'ai ce genre de personne dans ma vie et est-ce que c'est bien? Oui, mais dans le cas, par exemple, d'une rupture amoureuse, bon. je peux comprendre que t'aies cette peur d'être oublié, parce que peut-être que toi, tu tiens encore tellement fort à la personne, parce que, je sais pas, c'est peut-être pas toi qui as décidé que cette relation allait se terminer, et du coup, toi, tu vas penser à cette personne encore plus que quand t'es en couple avec elle, et puis de l'autre côté, la personne en face, elle est totalement passée à autre chose en 2 semaines, voire le jour d'après, ou même le jour même, hein. Tout dépend quelle relation c'était. Du coup, je trouve que... Oups, pardon. Je trouve que... Non, enfin, je sais plus du tout ce que je disais, mais oui, c'est cette peur d'être oublié. En fait, c'est dans une... On peut avoir une relation en sens unique assez facilement dans sa vie, je pense. Ouais, mais... Comment dire? On va forcément essayer de s'en éloigner, même s'il y a des relations comme une rupture amoureuse par exemple, où ça va prendre du temps. Oui, c'est ça, on va essayer de s'en éloigner, mais parfois on n'a pas le choix. Oui, on est bien d'accord qu'on n'a pas le choix, mais à un moment ou un autre, forcément, on va être détaché, d'une certaine manière, même si ça ne nous empêche pas de penser à la personne, de se dire « Ah, mais c'est trop bien, on a vécu des trucs trop cool ». Oui, mais tu auras quand même cette peur-là d'être oublié par cette personne. Okay, parce que, oui, le temps aura fait que tu es détaché de cette personne, puis que tu n'as peut-être plus les mêmes sentiments envers cette personne. Mais toi, tu sais que tu vas garder un souvenir de cette personne. Mais tu n'as jamais la garantie que la personne en face va garder un souvenir de toi. Peut-être que vraiment, elle t'a zappé de sa vie. Et puis... Mais du coup, si elle t'a zappé de sa vie, est-ce qu'elle mérite d'avoir un souvenir? Tu vois? Oui, non, je comprends du coup ce que tu veux dire. Il y a un moment où... Oui, mais tu as quand même envie de... Toi, tu as quand même cette envie-là. Ok, elle le mérite peut-être pas de se souvenir de toi. C'est parce que tu as envie de faire le bien tout le temps. Non, mais moi, je comprends tout à fait cette peur de... Non, mais moi aussi. Cette volonté d'être... Non, du coup, cette peur d'être oublié. Cette volonté d'être encore dans les esprits de tout le monde. Ouais, même des personnes qui sont plus dans notre vie, en fait. Oui, mais parce qu'elle a compté pour toi. Ah oui, mais bien sûr, ouais. Non, mais je suis totalement d'accord aussi. Je m'oppose pas, j'essaye juste de piquer là où ça fait mal. Ouais, on peut avoir mais on l'a tous du coup, bien. Vous pensez qu'il y a des gens, ils s'en fichent complet? Oh, mais j'ai l'impression... Enfin, je sais pas si tu voulais dire quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens, ils ont cette capacité à s'en foutre de tout. Et puis... Mais du coup, ça peut être bien des fois. Ah, ça peut être super bien. Je pense que c'est super bien. Et que je devrais en avoir plus dans mon entourage, parce que... Ouais, il y a vraiment des gens, je pense, qui s'en fichent. Qui ont vraiment pas qui s'en fichent, mais qui arrivent à avoir ce détachement ou ce recul sur les choses. Et à se dire, bon, c'est comme ça, et puis... je vais pas perdre de l'énergie pour que ce soit autrement. C'est comme ça, je l'accepte et puis je passe à autre chose. Du coup, tu penses que c'est vraiment en eux, genre intrinsèque? Ou est-ce que c'est encore, comme on disait avant, une forme de déni, de dire « Ah je m'en fiche complètement », alors qu'en fait, à l'intérieur, ça fait quand même quelque chose? Je pense qu'il y a des deux. Mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui... C'est en eux, tu vois, c'est leur façon d'être. Moi, je pense que c'est une sorte de protection aussi. Parce que j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'une personne, elle puisse s'ouvrir et se montrer entièrement à une autre personne et avoir une vraie relation sincère avec une autre personne sans être impactée par cette relation-là et sans que... Enfin, de toute façon, pour moi, si on s'en fiche un peu des relations qu'on a avec les gens qu'on a autour de nous, c'est que ces relations, elles sont aussi moins fortes, je pense. Ouais, c'est ça.
Ben, je pense pas. Franchement. Alors, je suis désolée de Tu me peux pas poser être un à peu vous. d'accord avec tout. Mais parce que je pense pas que sur le moment, oui, la personne a été très très amoureuse de vous, vous a aimé sincèrement. Mais après, il y a différentes façons de passer à autre chose. Alors, je sais que moi, je vais être une personne qui va jamais passer à autre chose avec n'importe qui. Mhm. Et il y a d'autres personnes qui auront un recul immédiat sur la chose, puis qui arriveront à se dire, bon, ben, sans forcément Je peux être... rien y faire, c'est Ouais, ça. c'est ça, sans forcément être dans le déni. C'est comme ça, j'ai aimé cette personne, maintenant... Alors, je pense pas qu'elle ne l'aime plus, mais c'est juste que la personne arrive à faire la part des choses, ou je sais pas comment expliquer ça, et à juste avoir une vision totalement saine et détachée de la situation. Alors qu'il y a les autres personnes beaucoup plus dans la pensée qui... dans la pensée en boucle qui va être, je sais pas, en boucle sur la chose et puis ne pas réussir à prendre ce recul-là sur la relation. Ouais, c'est comme tu disais, on se remet tous d'une manière différente. Mhm. Là, j'ai quand même l'impression qu'on parle pas mal de relations amoureuses, mais bon, ça peut être une rupture amicale ou, enfin, ou même familiale. Mais j'ai quand même l'impression que pour ramener la solitude, que quand il y a une rupture, prenons une rupture amoureuse, c'est peut-être le truc le plus connu, quand il y a une rupture amoureuse, une des premières choses qu'on essaye de faire, c'est de ne pas rester seul. Je dis pas seul amoureusement, je dis voir des potes, sortir, se changer les idées. C'est une des premières choses qu'on essaye de faire. Et ce que les études montrent, c'est qu'on fait ça parce qu'on est dans la phase du déni. Et qu'il y a de toute manière un moment où on va devoir confronter la chose pour réaliser, pour avancer, etc. Et pourtant, une des premières choses qu'on fait, c'est ou bien si vous avez des potes proches de vous, ils vont vous dire mais viens, on va boire un truc, on va faire. Enfin, il y a vraiment ce il faut pas que tu restes seul. Comme cette peur d'être seul, parce qu'avant, t'étais pas seul, t'étais avec quelqu'un. Ben, je pense que c'est parce que on arrive à être dans une grosse, enfin je pense pour la plupart des gens, dans une grosse détresse et du coup c'est aussi, ça fait peur de rester seul au début parce que tu sais pas ce qui peut se passer, mais je pense que en réalité de ce que j'ai vécu aussi, peut-être que directement après avoir du soutien ça peut être pas plus mal parce que de toute façon la phase de déni tu vas de toute façon passer à C'est travers ça. et peut-être que c'est mieux de vivre d'être soutenu d'abord les premiers temps tout début et après de se confronter à sa solitude. En Eh tout oui. cas moi c'est ce que j'ai vécu. Première phase, la tristesse. Oh non, pourquoi moi? Mais Ces phases sont pas Ça forcément marche vécues dans l'ordre. jamais. C'est vrai, ouais. bah, moi, je trouve ça bien de commencer, que la première étape, ce soit d'aller trouver du réconfort ou juste de trouver une présence vers Ah, mais c'est quelqu'un trop bien, d'autre, je dis du pas. coup. Parce que quand tu as été en couple, que ce soit... bah là, parce qu'on parle d'une rupture... Enfin, Ouais, ouais. on est dans les situations amoureuses. Je me dis que quand tu es en couple, que ce soit 2 semaines ou alors 4 ans avec une personne, tu as quand même construit quelque chose avec cette personne. Du coup, tous tes repères, ils sont basés sur cette personne. Je sais pas, tu parles tous les jours à cette personne en général. C'est ton rythme dans la C'est ça, semaine. c'est ton rythme dans la semaine, dans la journée. Le matin, tu as ta routine, Mhm. t'envoies un message, ou le soir, je sais pas, ou alors je sais pas, on vivait ensemble et du coup, le matin, tu te réveillais avec et le soir, tu t'endors avec. Et du coup, du jour au lendemain, dans le cas d'une rupture, tu perds vraiment tous tes repères et tu perds vraiment cette structure que tu avais dans ta vie ou ce pilier en fait que tu avais dans ta vie. Et du coup, je trouve ça bien que pour s'en remettre petit à petit, ben, tu tailles quand même vers les gens pour retrouver une certaine structure, puis des gens sur qui t'appuyer en fait. Parce que tu as perdu ce qui te soutenait en soi dans ta vie. J'adore le mot pilier. J'utilise souvent, et je me demande à chaque fois, je me demande souvent, ok, c'est qui les piliers dans ma vie? Les personnes, justement, que je veux marquer, ou les personnes, j'ai envie de leur manquer si jamais il se passe l'impensable. Mais ouais, c'est ça, c'est le fait d'avoir des piliers, et du coup, d'avoir des piliers, mais dans plusieurs domaines de la vie, ou aspects de la vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être en couple, et leur pilier, bah, ça va être leur couple, leur binôme, ou leur compagnon, compagnonne. Mais du coup, ça peut faire, je parle aussi par expérience, que du coup, tu laisses de côté tes amis ou ta famille parfois, même si la famille, c'est quelque chose de vachement plus ancré.
Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir des piliers dans plusieurs domaines. D'avoir, ok, ces piliers, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de développer. D'avoir des piliers dans ma vie amicale, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. Et si il y a une relation amoureuse, évidemment, c'est un pilier. Enfin, pas si c'est pas un pilier, hein, il y a des choses à remettre en question. Mais Ça dépend de ta vision. oui, alors c'est vrai qu'on parle de couple. Enfin, moi, on parle de couple de deux personnes euh, fidèles Non, l'une mais à je l'autre. t'embêtais, mais oui. Non, mais c'est vrai parce que il y a peut-être pas que ça qui existe. Mais ouais, c'est ça. C'est que pour moi, c'est hyper important d'avoir des piliers partout. Et du coup, forcément, si tu as ces piliers partout, il y a très peu de risques que tu te retrouves vraiment seul. Et du coup, tu auras le soutien dont tu as besoin si dans un de ces domaines, il y a un truc qui s'effondre. Ah, je suis viré de mon travail. Bah, tu sais que tu as quelqu'un qui va être là pour te soutenir. Oui, alors ok, tu pourras compenser un peu avec un autre pilier, mais en soi, que tu prennes... Enfin, j'entends, tous les autres piliers pourront jamais remplacer le pilier que tu as perdu, que ce soit professionnellement. Tu vois, si tu perds ton travail, alors c'est bien beau d'avoir ta famille, hein, c'est super, mais t'as plus de travail quand même. Ouais. Et du coup, pareil pour ton copain ou ta copine. T'as plus ton copain et ta copine, donc ok, t'as des amis, ok, t'as ta famille, mais ce que tu partages avec cette personne-là, elle est plus... Enfin, cette chose-là, elle n'est plus là. Du coup, oui, tu pourras compenser, mais il y a quand même un manque, tu vois. D'où le fait de toute manière, à un moment ou à un autre, devoir se confronter à la chose. Exactement. Oui. Pour en revenir à ça, oui, mais du coup, on est parti du fait que on commence, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir quelqu'un, d'essayer de compenser avec d'autres relations. Du coup, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Ah oui, oui. Bah, Ok. forcément, t'es triste, conséquence, j'ai besoin de réconfort. Ouais, voilà. Enfin, travaille sur les émotions. Mais il y a des gens qui malheureusement n'ont pas ça. Ça, quoi. Des piliers. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est ce à quoi ça me fait penser depuis qu'on a commencé à parler de ça, c'est que cette rupture, enfin, les ruptures que j'ai vécues en général, mais là, je parle de la dernière en date, ça m'a fait me rendre compte aussi, enfin, je le savais, mais je ne l'avais jamais, enfin, là, je me suis pris une claque un peu dans le sens où j'ai réalisé que je mettais tellement tout sur la personne avec qui j'étais que, ben, en fait, parce que pour moi, la personne de laquelle j'étais amoureuse, on peut dire ça comme ça, ou avec laquelle j'étais en couple, c'était vraiment mon ami, mon amoureux, enfin, il prenait le rôle de toutes ces personnes-là en une. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à être très très proche que de cette personne-là, puis les autres personnes, c'était des relations plus, pas superficielles, parce que j'ai pas que des relations superficielles, mais c'était un peu... c'était des relations... faut pas mettre de hiérarchie, mais c'était des relations qui étaient un peu moins authentiques et moins sincères. Et du coup, genre, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où cette personne-là sort de ma vie, bah en fait... Qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Avec qui je vais pouvoir... Enfin, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut que je réussisse à être proche et sincère avec plus de personnes que seulement celles qui partagent ma vie. Et c'est tout. Le problème de la dépendance affective, parlons-en. Ouais, alors, oui et non, parce que tu peux te retrouver avec quelqu'un en couple, et puis vous vous séparez, et puis tu te rends compte que finalement ton entourage, c'est pas des personnes proches, sans que tu aies une dépendance affective, ou que tu aies eu une dépendance affective. Ou alors, c'est aussi possible que quand tu es en couple avec cette personne, elle t'éloigne de tout ce qui était pilier avant, et que du coup, t'en es plus après. Enfin, ça dépend ce qu'on met sous dépendance affective aussi. Ouais, c'est ça. Je dirais que ça dépend de ta définition de la dépendance affective. Mais alors, je remets pas du tout en question ce que tu as dit, parce que je fais pareil. Si jamais, dans toutes les relations que j'ai eues et que je fais exactement la même chose. Mais à partir du moment où tu construis toute ta vie autour d'une personne et que en quelque sorte, tu dépends uniquement d'une personne, pour moi, j'appelle ça de la dépendance affective. Mais là, c'est plutôt un travail à faire sur toi-même. On va pas partir du principe que l'autre personne est néfaste. Non, justement, c'est pas du tout l'autre personne qui est néfaste, c'est ta vision à cette personne-là, comment on dit. C'est ta relation à cette personne-là qui est néfaste, en fait. C'est ta vision néfaste, à toi qui est néfaste. Parce que d'un côté, tu te dis, ah, mais c'est super beau de se donner corps et âme à quelqu'un. Enfin, en soi, c'est
c'est hyper beau si tu arrives à construire ça, mais il faut pas oublier que c'est pas toute ta vie, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du coup, moi, j'appelle ça de la dépendance affective. Ok. Je sais pas si toi, tu t'estimes que c'était de Donc, la dépendance affective. Je sais pas en fait, j'aime pas poser une étiquette sur ça parce que je sais pas si c'est vraiment ça ou pas et je veux pas. Enfin voilà. Mais on va pas se mentir qu'après cette rupture ou après la plupart des ruptures que j'ai vécues, c'était les premières choses que j'ai tapées sur YouTube pour chercher des vidéos de développement personnel pour réussir à sortir de ça, c'est dépendance affective, comment sortir de ça, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça peut avoir un lien, mais je veux pas mettre cette étiquette-là non plus. Je crois que j'étais là-dedans une fois, dans la dépendance affective, où j'essayais de tout donner pour la relation, et progressivement, je me suis éloigné de mes amis, enfin de mes autres piliers, je vais dire ça comme ça. Parce que j'ai l'impression que dépendance affective, c'est justement quand t'as qu'un seul pilier. Oui. Et du coup, c'est pas forcément amoureux, mais... Non, exactement, ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que cette relation m'éloignait de mes autres piliers. Bon, alors, en l'occurrence, c'était pas que ma faute, mais bon, bref. Donc, je sais pas si j'étais dans de la dépendance affective ou pas. Mais oui, je pense en partie. Je nourrissais tellement cette relation sans nourrir les autres qu'au final, quand ça a cassé, en plus c'est moi qui ai cassé, donc super. Il est totalement sado, le gars. non, mais j'ai justement cassé parce que je me rendais compte que je m'éloignais des autres. Ah, ok. Et que c'était ma seule manière de retrouver ces autres piliers qui, au final, sont tout autant importants. Mais du coup, est-ce que tu appelles vraiment ça de la dépendance ? Parce que je trouve qu'il faut une certaine force pour remarquer que du coup, cette relation, elle est néfaste. Et du coup, te dire, bon, bah là, il n'y a plus d'autre issue que d'arrêter ça. Bon, après, c'était une relation assez toxique, donc il faut s'en rendre compte. Mais quand tu t'en rends compte, bah, tu sais qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Enfin... Et du coup, maintenant, je fais hyper gaffe à ça. Surtout au niveau de mes amis, de vraiment nourrir mon cercle amical. Parce que pour moi, en ce moment, dans ma vie, c'est, entre guillemets, le plus important. Et tu crois que tu pourras jamais retomber dans une dépendance affective par la suite ? Jamais dire jamais, je pense. Mais je pense que je suis bien rodé et que je me laisserai pas faire, entre guillemets, envers moi-même, tu vois. Parce que ça me fait penser à un truc où, bon, j'ai vécu, honnêtement, une seule rupture dans ma vie. Puisque jusqu'à présent, j'ai vraiment eu qu'une seule relation qui a vraiment compté pour moi. Et du coup, après cette première rupture, vraiment, je me suis rendu compte que j'étais totalement dépendante de ce garçon-là, parce que c'était un garçon. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'était le centre de ma vie. En même temps, c'était mon premier copain, mon premier grand amour. Du coup, vraiment, j'idéalisais vraiment trop cette relation. Et du coup, au moment où j'ai vécu cette rupture, j'étais au plus profond de ma vie. J'étais au fond du gouffre. Et par la suite, après, j'ai appris à être seule, à aimer être seule, cette solitude. Et puis je me disais, bon, bah c'est terminé, maintenant je retomberai plus jamais dans cette sorte de dépendance, puisque j'avais appris en fait à apprécier ma propre compagnie et à me construire, comme tu disais, d'autres piliers. Puis après, il y a eu une deuxième relation qui est arrivée. Et là, ça a tout remis en question. Je me suis dit, en fait, je suis totalement en train de retomber dans la dépendance. Même que j'étais très, très bien toute seule, en fait, ça m'a donné de l'anxiété et de la peur de retomber amoureuse de quelqu'un parce que je me voyais très bien retourner dans mon schéma de maintenant, je replace de nouveau cette personne au centre de ma vie et reconstruire toute ma vie autour d'une seule personne. Du coup, je me dis que je sais pas, c'est difficile de dire que tu retomberas plus jamais dans une... Alors, ok, t'as dit ne pas dire jamais, mais tu te rends compte forcément beaucoup plus facilement des choses si tu l'as vécu une fois. Oui, mais ça m'empêche pas de retomber dedans. J'ai l'impression que c'est... Mais du coup, si tu retombes dedans et que tu connais ça, t'as déjà vécu, t'aurais pas la lucidité de dire « Ok, stop, là, je fais de la merde. Ou je fais pas ce qui est bon pour moi. » Ou bien ça serait « Ah, je fonce. » Non, je fonce. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas... C'est quoi ton signe astrologique ? J'ai l'impression que j'ai pas du tout cette force d'esprit-là. Parce que c'est malgré moi. J'ai l'impression que c'est avec le temps, je me rends compte que ma façon de penser, puis ma façon de faire, c'est de placer une personne au centre de ma vie et j'ai pas le choix. Et du coup, ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Voilà.
Donc en gros, t'es sans cesse en train d'espérer qu'il n'y ait pas une rupture. C'est ça. Et c'est super fatigant, par contre. Bah J'ai oui. l'impression que je vis la même chose en ce moment même, genre exactement ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre maintenant. Et d'ailleurs, quand je suis en couple avec une personne, c'est moi, j'ai l'impression d'être moi toxique, puisque, enfin toxique c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je vais toujours rechercher chez l'autre la preuve que c'est bon, il m'aime, c'est ok, il y aura pas de rupture demain, je peux aller me coucher tranquille, ce soir il m'aime encore. Et Besoin demain, de sécurité. ouais quoi. c'est ça, un Ouais. total besoin de sécurité et de réconfort tout le temps, t'es sûr que tu m'aimes, genre... Alors que s'il y a bien un type de relation où il y a peu de sécurité, c'est la relation amoureuse. Mhm. Il y a beaucoup plus de sécurité dans une relation amicale. Il y a moins d'attentes, il y a moins de choses à faire, entre guillemets. Ouais. Oui, En amour, c'est t'as sûr. des choses à faire, sinon ça va pas. Mais T'as des attentes envers l'autre, envers toi-même, envers le couple, qui doivent être légitimes. Mhm. C'est quand elles sont pas légitimes qu'il faut se poser des questions. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'attente normale. Il y en a beaucoup plus en couple qu'en amitié. Oui. Enfin, l'amitié Oui, se oui. nourrit plus facilement. Je veux Ouais. dire, tu vois tes potes, ok, c'était cool. En amour, tu dois faire... J'ai l'impression qu'il y a un step en plus. Tu dois montrer les choses. Enfin, il y a des attentes de l'autre, du couple, de toi ou de la société, ça c'est à Oui, voir. ok, Mais... je vois ce que tu veux dire. Mais après, attendre... Investissement, je sais pas comment... Oui, après, attendre, j'ai l'impression que c'est un peu négatif, parce que Oui. tu peux pas avoir des attentes envers quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, tu seras... Enfin, je pars du principe que tu seras forcément déçu si tu as des attentes envers quelqu'un, parce que ça vient juste de toi, et l'autre ne peut pas répondre à ces attentes qui viennent juste de toi, C'est finalement. ça. Mais oui, un investissement, peut-être. Ouais. C'est vrai que quand tu es en couple avec une personne, t'attends un certain investissement de la personne en face de toi, parce que sinon, Mhm. ça va pas, quoi. Bah, en tout cas, qu'elle remplisse tes besoins, quoi. C'est ça. Parce que sinon, c'est plus compliqué. Mais là, on parle de relations exclusives. Oui, seulement. ouais, c'est ça. On est Oui, dans- on est dans- très très centré sur l'exclusivité. C'est ça. Mais du coup, ça veut dire que si tu es dans une relation exclusive avec quelqu'un et puis que tu donnes tout pour nourrir cette relation en oubliant les autres, du coup, tu oublies une certaine zone d'intimité. Vous connaissez la zone d'intimité? Pas tant C'est que ça. c'est la cible. En fait, c'est une cible. Ça fait très fort, non? Et en fait, au centre de la cible, le petit point au centre, c'est toi. Ça veut dire que c'est ce que tu partages qu'avec toi-même. Tes pensées, des choses que tu diras jamais à quelqu'un d'autre. Puis après, bah, tu as tous les gens qui sont tout proches. Peut-être que le plus proche, c'est le couple, où là, tu partages des choses que tu ne partagerais pas avec d'autres. Ça peut être l'intimité d'un point de vue physique, ça peut être partager des choses sur son passé ou des promesses d'avenir ou je sais pas quoi. Puis après, ben, plus tu t'éloignes, plus tu as d'autres zones d'intimité. Il peut y avoir tes amis ou ta famille avec qui tu partages des choses. Ensuite, il y a les connaissances, puis ensuite, il y a les autres personnes. Ça peut être tes collègues ou ton médecin ou ta coiffeuse ou je sais pas, tu vois. Et avec tous ces gens, tu vas partager des choses. Mais du coup, celles qui seront tout proches de la zone au centre, donc toi-même, c'est de celles-là dont tu peux potentiellement dépendre, c'est celles-là qui vont être les piliers. Et si tout près de ta zone personnelle, donc au centre, il n'y a qu'une personne et les autres sont largués loin, bah quand cette personne est plus là, bah tu te retrouves seul avec toi-même parce que les autres sont très loin et puis tu n'as pas de relation avec. Et du coup, tu es confronté à toi-même et c'est là que solitude, je pense beaucoup, machin. Mhm. Je sais pas qui a fait cette théorie, il faudrait que je retrouve. Mais c'est dans Big Bang Theory, c'est une bonne série. Mais après, j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas le choix que d'avoir qu'une personne dans leur zone d'intimité. Enfin, je prends mon exemple où je me dis, j'adorerais aussi avoir des amis tout près de moi, mais j'ai jamais eu l'occasion de développer une amitié aussi forte avec quelqu'un. Enfin, de développer la même relation avec quelqu'un que la relation que j'ai développée avec mes copains. Alors, ça avec sera, mes ça relations sera de toute manière pas amoureuses. pareil. Enfin, en Oui, général, mais c'est pour ça que je dis, en général, le disons couple de est la- quand même plus proche. de la même intensité, pas pareil, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, une relation aussi forte. Mhm. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que j'ai jamais eu cette occasion-là, donc en soi, c'est pas de ma faute. J'y peux rien. Ouais, ouais. Du Après- coup, dans ce cas-là, comment tu fais?
C'est quoi ta question? J'attends une réponse. Non, mais du coup, tu n'as peut-être pas ça dans le cercle amical, mais tu as peut-être dans le cercle familial, dans le sens où, ah, si ça merde en couple, je me retrouve célibataire, je mets des étiquettes, ok, bah tu sais qu'il y aura quand même quelqu'un pour toi. Tu seras pas en te disant, ok, genre, je suis vraiment seul. Parce que les autres, plus loin, c'est ton médecin. Toi que le médecin, je pense qu'il est assez proche. Hein. C'est la coiffeuse, c'est des collègues que je croise une fois par semaine. Tu vois, c'est des personnes qui sont assez loin du centre. Oui, c'est vrai, Tandis je que si tu as comprends. quand même quelqu'un pas très loin, je ne veux pas dire que c'est un backup, mais tu es entre guillemets sûr, factuellement, hein, pas mentalement, Mhm. de pas être seul. Oui, ok, mais après... Après, tu peux quand même te sentir seul, Oui, c'est c'est autre ça, chose. t'as tout le côté mental, mais oui, je vois ce que tu veux dire. D'où l'importance de... J'aime trop cette image des piliers. De ne pas en avoir qu'un seul. Parce que là, Mhm. c'est de la dépendance affective. Non? Oui, peut-être. Je sais pas, hein. En tout cas, moi, c'est quelque chose à laquelle je fais vraiment gaffe. Et je trouve que c'est pas évident quand même de faire vraiment gaffe à ça. Ouais, non, mais Parce que après, c'est peut-être ma façon d'être ou la façon d'être de beaucoup de gens, je sais pas. Mais quand j'aime quelqu'un, en général, je vais tout donner à cette Ah, personne. mais oui, bien sûr. Et genre sans compter, et j'arriverai pas à me mettre de limites, à me dire non mais bon, abuse pas quand même. Mhm. Non, vraiment, j'arriverai pas. Mais du coup, c'est l'autre qui va te mettre des limites, Ben par malheureusement, oui. expérience. Ouais. Après, je pense que c'est aussi le vécu qui fait quelque chose. Moi, j'ai eu une adolescence très, très solitaire que je n'ai pas choisie. Donc, c'était pas une solitude positive. Donc, j'ai appris peut-être à construire des piliers pour, encore une fois, moi, me protéger. C'est ma protection à moi. Moi, je trouve que c'est un peu paradoxal parce que en ayant vécu une adolescence très solitaire, t'aurais pu aussi totalement tomber dans cette dépendance où la première fois Hmm. que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu te dis bon bah ça y est. Bah, c'est l'histoire que je racontais avant. Ah, ok. C'était ma première copine, et puis Mhm. c'était super fort, parce que ma première copine, enfin voilà. Oui. Et du coup, j'avais 16 ans, donc je sortais de l'adolescence. Et là, j'avais quand même un cercle d'amis, Mhm. assez frais, mais j'avais quand même un cercle d'amis. Et petit à petit, je me suis éloigné de ce cercle. Et depuis, je fais vraiment gaffe à nourrir mes amitiés. Mais t'as quand même dû passer par cette... Ouais, bah oui, comme on Ouais. disait avant, on est de toute manière confronté à la chose une Mhm. fois ou l'autre. Ok. Tu peux pas te dire, ah, j'évite, machin. C'est comme la solitude, c'est un thème universel. Il y a personne qui ne sera jamais seul dans sa vie. Ouais, il y a trop de Non, mais négations. il y a peut-être des gens qui verront jamais ça de façon négative de toute leur vie. Mhm. Je pense que c'est quand même vachement rare. Je sais pas. Peut-être... Après, ça dépend encore si on prend tous les domaines ou pas. genre un moine bouddhiste, il va kiffer être seul toute sa vie. Non, je sais pas. Mais techniquement, il a quand même des relations. Oui, mais lui, la solitude, il va jamais la voir négativement. Ouais. Non, La mais- solitude, on va tous la vivre, oui, Ouais. c'est un fait. Mais la vision selon laquelle tu vas la avoir, je sais pas si c'est français ma phrase, ben, il y a des gens qui vont peut-être la voir juste positive depuis Mhm. la naissance jusqu'à leur mort. Ouais. Après, ça, c'est une véritable force mentale Ah oui, non, mais bon. de se dire, ok, je suis confronté à un problème. Tranquille. Non, c'est clair. Enfin, je sais pas si c'est une question d'ancrage ou je sais pas quoi, mais de relativiser les choses. Mais moi, j'ai les deux. Parce que des fois, je me retrouve seul, puis je me dis, oh, putain, enfin. Puis je peux te dire ça après une journée avec des gens, hein, pas plus. Ou typiquement, là, on a une discussion profonde ou intense. Je suis content qu'après, normalement, je suis un peu seul. Alors que bah, ça n'aura pas duré non plus 6 heures. Et d'un autre côté, des fois, je me retrouve seul, puis je me dis, putain, je suis vraiment seul, quoi. Mhm. Alors que profondément en moi, je sais que je le suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre, tu te retrouves seul physiquement, et puis tu te dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes potes, je me sens seul. Enfin, il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Je pense. Mhm. Et là, bah, tu provoques le contact avec l'autre.
Mais le problème, c'est pour ceux qui peuvent pas le faire, c'est ça? Oui, mais après, il y a toute cette solitude mentale aussi. Parce que même si, ok, t'es seul maintenant, tu te sens seul et tu provoques un contact, si t'as une certaine solitude mentale où vraiment t'es dans un blues et que ça va pas, même d'être entouré de 50 personnes, ça va pas t'aider. Ouais, mais être entouré d'un pilier. Après, il y a des phases où même le pilier va rien pouvoir faire, on est bien d'accord. Oui, Puis encore une fois, ça voudra dire que tu es obligé de passer par là. ouais, je sais pas. Mais du coup, être seul entraîne l'anxiété. Le thème de l'anxiété est très parlant, du coup, je reviens un peu là-dessus. Oui. Ok. Et du coup, si vous avez déjà vécu de l'anxiété, comment vous faites pour calmer l'anxiété? Parce que l'anxiété va se traduire par une crise d'angoisse. Moi, personnellement, je crois que j'ai jamais vécu de l'anxiété, donc je sais pas. Ou alors Comment c'est peut-être possible peut-être que j'en ai vécu et je sais pas ce que c'est vraiment, mais Je pense que tu saurais. Enfin, je sais Ouais. pas, mais je pense que tu donc saurais. je pense pas du coup. Ouais, mais c'est vrai, moi j'ai vécu de l'anxiété très récemment. Mhm. Enfin, très récemment, pas au jour, ok, d'accord, mais je veux dire, putain, je vais parler comme un vieux. À 20 ans, j'avais pas vécu l'anxiété. Un petit stress. Petit stress boule au ventre, quoi. Mais après, tu peux vivre de l'anxiété, mais là, c'était vraiment anxiété mentale qui engendrait des attaques de panique. Voilà, pas crise d'angoisse, attaque de panique. C'est le processus mental qui entraîne un processus physique. Ouais. Je dirais que l'anxiété, je pense que je la vis au quotidien. Vraiment. Ah, mais du coup, c'est pas une crise. Non, Une mais crise, il y c'est a vraiment des t'as ton cœur oui, qui mais bat il y vite, a tu peux des pas crises. respirer. Je pense que je la vis au quotidien, je la gère plus ou moins certains jours, mais il y a vraiment des jours où là, c'est des grosses crises. Et puis, surtout le soir. Pas tous les soirs, heureusement. Mais du coup, c'est le soir quand t'es seul après avoir vu des gens. Mais pas forcément quand je suis seule. Ok. Ça peut même Ouais. arriver quand je suis Mhm. avec des gens. Et ouais. Non, Et du coup, ce qui se passe, je vérifie juste si c'est un peu comme moi, c'est t'as un processus mental qui s'enclenche. Mais je sens que ça monte, tu vois. Ouais. C'est ça, tu sens que ça Puis tu dis arrive. oh. Et puis à un moment, et puis tu dois réagir. Ce qui déjà est très bien si t'arrives à réagir. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais du coup pour réagir puis retourner à un état calme ou une émotion neutre? Bon, déjà, le moment où je sens que ça monte, ça peut durer genre plusieurs jours. Hein. Je sens que Ok. plusieurs jours, je suis pas bien et je sais que ça va arriver un de ces prochains soirs, mais je sais pas quand. Ok. Ou alors un matin, n'importe. Hein, mais Mhm. vous avez compris l'idée. Mais qu'est-ce que je fais pour que ça passe je sais pas gérer ça. Je la vis. Non, mais vraiment, c'est une profonde détresse. Comme je reprends ton mot détresse, vraiment, c'est de la détresse psychologique, je pense, certains soirs. Et du coup, quand t'as une crise, après, il y a que le temps qui Oui, voilà. fait qu'elle passe. En tout cas, actuellement, j'ai rien trouvé d'autre Ok. de mieux que le temps. Et est-ce qu'un pilier a la capacité de t'aider dans cette situation? De soulager, peut-être, mais pas d'aider. Enfin, oui, en soi, le soulagement, c'est de l'aide, mais Mhm. ça va pas m'empêcher d'en refaire une 3 jours après, quoi. Ok. Mais ça permettrait quand même d'atténuer la crise. Oui, en soi, oui. Donc voilà, tu sais ce que tu dois faire. Quand... Oui, mais c'est pas toujours facile. non, c'est Quand hyper t'es dur. seul, le Ouais, soir, ouais. chez toi. Ouais, moi j'avais ça, puis j'étais hyper apathique en fait. Je subissais les symptômes. Ça veut dire que j'ai le processus mental qui s'enclenchait. Puis après, chez moi, ça engendrait un processus physique, dans le sens où, ok, je réfléchissais, j'avais peur, je fais un peu d'hypocondrie. Mhm. Alors que j'avais rien. Et puis profondément, je savais que j'avais rien de grave. Et du coup, forcément, t'es en crise d'angoisse, attaque de panique, ton cœur bat plus vite. Putain, je me disais, mais j'ai un problème au cœur, tu vois. Et, Tachycardie, ça y est. mais c'est ça. Et puis du coup, tu stresses, donc ton corps réagit, donc t'as chaud, donc tu vois, t'as tout un truc qui s'enclenche. Puis en même temps, j'étais là, puis je faisais rien. Parce que je savais pas quoi faire. Alors que tu peux dire, oh, ben, je vais faire de la respiration, je vais faire de la cohérence cardiaque. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Mais non, je faisais rien. Et une des solutions qui m'a été amenée par ma psy, c'était ah, mais faut nouer un contact social à ce moment-là, avec un pilier, j'imagine, euh, pour aider. Et j'arrivais pas à enclencher le processus, en fait. Je trouve ça un peu nul comme conseil, franchement.
Moi, je peux comprendre. Ça te fait penser à autre chose. Ça peut-être quelqu'un d'hyper calme qui arrive te recentrer. Oui, mais il faut avoir Te cette dire, personne hyper calme dans ton mec, t'es pas en entourage. train de faire une crise cardiaque. Oui, mais j'entends peut-être que sur le moment, t'auras personne qui pourra. Ouais, bah voilà, faire moi ça. j'habite seul. Je veux dire, Ouais, je voilà, vais pas taper chez les voisines. Lui dire, hey, Il faut que tu m'aides. Non, mais oui. Bon, c'est pas nul comme conseil, c'était un peu trop fort comme mot, mais. C'était un parmi tant d'autres. Hein, elle m'a amené plein d'autres choses cool. Et après, ce qui m'a permis de ne plus en avoir, alors, j'en ai eu très peu pendant vraiment une courte période, genre sur 2 mois, après j'ai plus rien eu, c'était juste de me rendre compte des choses, de me dire non mais Raph, t'as rien. Genre, juste avoir la lucidité que t'as pas forcément dans une attaque de panique, de dire mais non mais il y a rien. Et c'est juste mon processus mental qui a guéri mon processus mental. Mais j'arrive pas à, à me raisonner, en fait. Mais tu sais, des fois, je vais faire des attaques de panique où je vais être en profonde détresse et tristesse intense, alors que tout va bien dans ma vie et que j'ai passé une superbe Bah, journée. c'est souvent là que ça arrive, t'inquiète. Et vraiment, même quand je pleure et que vraiment j'aurais envie d'hurler, je me dis, mais en fait, il n'y a rien qui va pas. Mais j'arrive pas à me dire, il n'y a rien qui va pas et calme-toi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis triste et pourquoi je suis anxieuse. Je ne comprends pas, encore maintenant. Hein. Et sur le moment, t'arrives pas à dire ok, je vais écrire pourquoi je suis triste. Ouais, écrire, c'est pas mon truc. Je vais dessiner pourquoi je suis triste. Non, mais j'ai déjà essayé plein de fois de me mettre à l'écriture. Je vais chanter pourquoi je suis triste. Alors là, mieux vaut pas, je crois. Non, j'ai déjà essayé plein de fois de me mettre à l'écriture, mais non, ça va pas. C'est pas mon truc. Ou alors je le fais une fois, puis après je me dis ouais, c'était nul, ça marche pas. Ouais, parce que moi, ce qui m'a été amené, c'est de noter les faits, en fait. De noter vraiment les trucs factuels pour que je me dise. Et toi, tu notes l'heure. Ok, j'ai pensé à ça. Ok, je commence à transpirer. Ok, j'ai des palpitations. Puis tu dis, mais. Genre, il n'y a vraiment rien. Non, mais. On va pas trouver une méthode pour guérir l'anxiété. Non, on est bien d'accord. C'est clair. Est-ce que ça se guérit d'ailleurs? Ça, c'est une question. Mais... Je sais pas. Mais par contre, je sais qu'il y a des moments pendant lesquels c'est beaucoup plus amplifié. Genre, typiquement, c'est super personnel, mais genre, une semaine avant d'avoir mes règles, je sais que ça va être horrible. Ma vie, la semaine avant d'avoir mes règles, le fameux syndrome prémenstruel, je suis au bout de ma vie. Mais du coup, est-ce que c'est pas lié Mais mentalement. Mais est-ce que c'est pas lié du coup à une fatigue, je sais pas, émotionnelle ou psychologique? C'est pas le même cycle, mais on sait que, par exemple, nos émotions ont des cycles aussi. Je sais pas, franchement. Alors, ça correspond pas au même cycle. Non, franchement, je sais pas, que je les connaissais règles, pas. mais t'as des cycles émotionnels, t'as un cycle psychologique, je crois, et Ok. puis un cycle, non, physique, émotionnel. Genre, il y a des périodes de ce cycle où t'es physiquement plus en forme, par exemple. Ok, aucune idée, je connaissais pas. Mais je sais que mon anxiété est amplifiée fois Ok. infiniment, je pense, avant mes règles. Et puis là, vraiment, il n'y a rien qui peut me soulager, À part le temps. à part le temps. Puis encore, sur le moment, je capte pas toujours que c'est à cause de ça. Du coup, je me dis, mais c'est quoi le problème avec moi? C'est quoi qui va pas chez moi? Et tac, t'as le processus qui s'enclenche. Mhm. Un des trucs hyper bien que je me suis rendu compte, bon, il faut y croire ou pas, ça dépend si tu crois aux âmes ou pas, mais c'est le fait que tes pensées et ton corps, c'est pas toi. C'est super, ok. Mais entre dans le truc. Le vrai toi, c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est ce que ok. tu vois. Et des fois, tes pensées, tu vas penser des trucs, mais tu n'as même pas l'impression que ça vient de toi. Et c'est là que ça peut entraîner l'anxiété. Et physiquement, tu vois, moi j'avais des palpitations, mais c'est pas moi. Enfin, c'est le processus, moi j'ai rien fait. Le vrai moi. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de concret, tu vois, genre t'avais des palpitations, t'avais une certaine hypocondrie. Du coup, il y a quand même un... C'est pas physique, tu peux pas genre le toucher, mais il y a quand même une raison pour laquelle, tu vois ce que je veux dire, tu peux quand même travailler sur un truc précis. Quand t'es en crise d'anxiété genre généralisée, tu sais même pas pourquoi ça va pas. C'est pas un truc genre tu te dis pas ok j'ai des palpitations mais ça vient de ça. Juste ça va pas mais tu sais pas ce qui va pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais je comprends du coup. Et du coup t'as l'impression que ce qui pourrait amener une solution c'est de trouver la cause. En tout cas moi c'est ce qui m'a été amené, mais...
Je sais même pas s'il y a une cause. Tu vois, Mhm. Mais vraiment, il y a des... Non, mais après, on peut changer de sujet parce que on s'éloigne totalement de la solitude. Mais c'est le but aussi. Mais il y a des soirs, encore une fois, c'est vraiment le soir, où j'étais tellement en détresse que je me suis dit, mais là, ça va vraiment plus, faut que j'aille à l'hôpital ou Ok. je sais pas où. Mais je savais pas ce qui allait pas, mais ça n'allait pas. Mhm. Et du coup, la cause, il y en avait pas. J'essayais vraiment de réfléchir à vraiment ce qui n'allait pas, mais il y avait rien qui allait pas. Du coup, t'as pas forcément d'outils à mettre en place pour éviter que ça arrive. Non, Mhm. vraiment pas. Ça te fait peur? Non, pas du tout. Mais je découvre un peu un truc que je connais pas et que j'ai l'impression d'avoir de la chance de pas connaître du coup. Mais Ouais, c'est plutôt cool les gens qui font pas d'anxiété. Mais après, c'est vrai que avant d'être ici à l'université, je crois pas que j'ai connu ça. Je sais pas. En fait, je saurais pas dire à quel moment ça a commencé, à quel moment j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Mais c'est vrai que, je sais pas, jusqu'au lycée, j'en avais jamais fait. Je sais même pas ce que c'était. Le lycée, tu peux traduire? C'est le collège. c'est collège. Ok. Donc le gymnase. Alors, Oui, du coup. je sais plus ce que je veux dire, mais c'était intéressant. Mince. Que ça arrive à un moment donné, ou c'était peut-être ça. Ouais, ou qu'il y a forcément quelque chose qui va déclencher ça dans ta vie. Un événement ou une période, ou je sais pas. Oui, je pense que oui. Et donc forcément, t'as un truc sur lequel travailler. Genre moi, c'est arrivé, je crois, pas que je dise des bêtises, février 2020. Ah, c'est précis. Oui, c'est du février-mars. Mais février-mars 2020, on s'en souvient tous, je pense. Ah oui, non, pardon, Et- j'avais oublié cette Et, période. oui, mais c'est Cette ça. anecdote. Non, mais c'était genre juste avant. Ok. Non, je sais pas si c'est mon subconscient qui me dit « Prépare-toi !» L'hypocondrie. Mais en gros, je sais pas d'où c'est venu, à part de mon processus mental. Et c'est le fait de pouvoir dissocier ma pensée de qui je suis qui m'a aidé. Alors oui, là, je parle et puis c'est moi qui choisis ce que je dis, puis il y a ma pensée que je contrôle. Mais Mais si je devais vraiment réfléchir à partir de quand j'ai commencé à avoir de l'anxiété, je pense que c'est le début de l'université, enfin le début des études. donc c'est un stress, quoi. Oui, je pense que ça part totalement Mhm. du stress. Mais oui. Non, l'Uni, elle m'a rendu complètement dingue. Ouais, non, ça m'a rendu complètement dingue. Ça te fait peur? Ah, non, Je l'Uni, continue. non. C'est déjà la cata maintenant au collège, alors je vais éloigner ça le plus possible. T'es encore au collège? Ouais, Ok. dernière année. J'ai redoublé, j'ai fait une année linguistique. Ok, ça marche. Et tu veux pas... je suis désolée, c'est pas du tout dans le thème. Tu T'inquiète. veux pas faire l'Uni? C'est pas prévu que t'ailles à l'Uni? Ben, ça va être fort ce que je veux dire, mais le collège m'a tellement dégoûté des Mhm. études que là, pour le moment, non. Mais Mais en même temps, c'est intéressant, ça va dévier sur les études, c'est trop bien. En même temps, avec une Mathieu, Mhm. tu fais rien. Ah ouais, non, mais je vais faire de toute façon autre chose, je pense. Enfin, je vais de toute façon me diriger vers quelque chose, mais pas forcément. Enfin, là, maintenant, Mhm. j'ai des retours d'amis à moi qui ont commencé l'Uni et ça fait pas envie. Ça me fait vraiment pas envie. Donc, Alors, j'ai pas connu l'Uni, donc voilà, j'ai que ce qu'on m'en dit. Mais c'est vrai qu'être assis sur les escaliers pendant les cours, ça peut être cool, quoi. Mais non, et étonnamment, c'est encore hyper paradoxal, mais j'adore l'université, j'adore ma vie étudiante, je suis trop contente d'avoir fait l'université. Moi, j'aimais bien dans les Sims. Ouais, moi. ça n'a rien Mais- à voir. Mais tout le stress que l'Uni m'a mis et toute cette disposition mentale dans laquelle je me suis mise depuis le début de l'université, cette exigence, le fait de me retrouver toute seule dans un canton que je connaissais pas, dans des cours en allemand alors que je parle pas un mot d'allemand, ça m'a vraiment détruite mentalement. Mais paradoxalement, j'adore ma vie étudiante. J'allais dire, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Mais je pense que c'est tout l'à côté, tu vois. Rencontrer des gens, j'adore. Ne pas être seul, ok. Ne pas être Continue. seule. On y revient. On y revient.
Parlons-en de la solitude de la première année d'université, entourée de Suisses allemands. Non, ça c'était quelque chose. Mais non, mais j'adore ma vie étudiante dans le sens où être dans la vie adulte sans forcément avoir tous les problèmes des adultes. Il y a une forme de légèreté avant de se C'est dire ça. la prochaine étape. Ouais, exactement. Je dois être indépendant. Du coup, la vie estudiantine en soi, oui. L'université, non. Ouais. Je dissocie un peu les deux. Mhm. Ouais, mais moi, c'est un peu pareil. Moi, le collège ou gymnase m'a dégoûté des études. Enfin, je veux dire, c'était la merde, quoi. En plus, j'étais en galère, j'étais pas très bon. Donc je ramais, je bossais énormément. Mais en même temps, je me suis dit, allez, il faut serrer les dents. Et puis après, quand je suis arrivé, du coup, en haute école, c'est différent. Enfin, j'ai trouvé ça très différent parce que je choisissais ce que j'étudiais. Mais ça, c'est un discours qui m'énerve. Genre, C'est vrai ? ah ouais, vraiment. Okay. J'ai choisi de faire ça, donc ça me plaît. Non, à aucun moment, tu peux choisir ce que tu fais. Après, je sais pas si c'est comparable à l'uni, mais en haute école, du coup, moi, j'avais que des cours pour être prof. J'avais que ça. Oui, mais les cours, tu les as pas choisis. Alors non, alors certains, ils m'ont servi à rien, mais j'étais quand même dans le domaine. Je me disais, ok, potentiellement, vraiment, tout peut me servir. Okay. Tandis que quand j'étais au collège, les intégrales, les asymptotes et les limites, je ne les utiliserai plus jamais de ma vie. J'ai l'impression que c'est un discours utopiste de dire on se dit tous ça, oui, mais après je pourrais choisir ce que je fais. J'aimerais ce que je fais parce que c'est moi qui l'aurais choisi. Je me disais déjà ça, j'étais en primaire, je me disais, mais quand je serai au CO, je pourrais choisir mon option, parce que dans le Jura, je sais pas, c'est des options. Du coup, je me disais, j'aurais choisi le latin, je vais kiffer le latin. Ah, on n'a pas choisi le latin. Et puis après, j'étais au CO, je me disais, ah bon, le CO c'est nul, mais trop bien, quand j'arriverai au lycée, je pourrais enfin choisir mon option spécifique et mon option complémentaire. Et du coup, quand j'étais au lycée, après je me disais, non mais bon, c'est trop nul. Mais à l'uni, je pourrais enfin choisir. Mais c'est exactement ça, après je me disais, non mais t'inquiète, de toute façon à l'uni, tu vas choisir ce que tu veux faire. Mais du coup, est-ce que t'arrives quand même à te dire, ok, je serre les dents, parce que derrière, le job, je l'ai choisi, et puis Mais toute ma vie, j'ai serré les dents. Oui, mais du coup... moi, j'ai un peu galéré dans mes études. À partir du CO, collège, je devais vraiment bosser. Et donc, c'était pas génial, quoi. Mais même HEP, j'ai pas passé des moments incroyables en haute école, même s'il y avait des cours qui étaient intéressants. Mais je me disais toujours, ok, derrière, il y a le job que tu veux faire. Et puis maintenant, je m'éclate trop parce que je sais que j'ai bien choisi. Et puis que, ok, ça a valu la peine de serrer les dents. Oui, mais je trouve que quand t'as la tête dans le guidon et que tu dois vraiment... faire des choses qui ne te parlent pas, typiquement au lycée ou au collège ou au gymnase, tout ce que vous voulez, quand tu es en train de calculer ton intégrale et que tu n'y arrives pas, le fait de te dire « ouais, mais serre les dents, tu seras prof dans 10 ans. » Non, 7 ans. Ouais, 5 ans. Je sais pas si tu es en première année de collège et que tu te dis... si tu vois les intégrales à ce moment-là. J'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire. Tu te dis « ah, ça va, dans 5 ans, je serai prof. » Mais t'arrives pas à te dire ça. Parce mais que c'est rien du tout, 5 ans. C'est rien du tout, 5 ans, quand tu sais que tu dois encore faire l'université par derrière. Non, il faut pas faire l'uni pour être prof. Oui, non, oui. Mais après, c'est vrai que par exemple, me voyais pas aller à l'uni. Mais en haute école, je me voyais bien aller. Plus petits effectifs, machin. Même si il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? J'en ai des cours. J'ai toujours pas compris le titre du cours, par exemple, mais maintenant, je sais que ça valait trop la peine. Oui, mais je trouve que c'est avec le recul que tu peux te dire ça. Ouais, c'est vrai que je suis plus vieux. Non, mais c'est une fois que tu es dans non, le métier, une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, que tu peux te dire, bon, finalement, ma haute école ou mon collège ou tout ce que tu veux, c'était pas si dur, enfin, c'était pas si pénible. Mais quand t'es... Alors, oui, c'était pénible, oui, tu vois, je vais quand même maintenir le... Mais quand tu y es dans le moment présent puis que t'as pas le choix que de te confronter à ce que tu dois faire, là... T'arrives pas à te projeter en te disant ça vaut la peine. Pas. Okay. Parce que si ça se trouve, t'arrives même pas à te dire ok, j'y arriverai et j'arriverai à passer au-dessus et à réussir à faire cette intégrale horrible. Cette terre sous la courbe qui me parle si bien parce que j'adore ça. C'est vrai, c'est ça. Et puis c'est encore pire quand t'as pas de but. Quand t'as pas forcément... Ah ouais, je comprends. Du coup, tu sais pas ce que tu vas faire après. Non. Puis là, t'es en quelle année ? 4e. Ok. Du coup, c'est la dernière année. C'est la dernière année, ouais. Ouais. Donc, ouais, enfin, moi, là, la seule... Enfin, c'est même pas une motivation, mais moi, on m'a dit, la motivation qu'il faut que tu aies, c'est te dire, comme ça, après, t'auras ton bac.
Ouais, mais des tu fois, fais ça rien suffit avec. pas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'aurais mon bac qui est, oui, je serais contente, j'ai un papier, mais pour faire quoi? Mais il va te Lui- servir plus tard, Je sais c'est même sûr. pas si je vais l'utiliser. Mais si, c'est sûr Mais qu'un oui. jour tu vas l'utiliser, c'est Mhm. sûr. C'est clair, mais c'est pas assez, en tout cas. Enfin, pour moi, j'attends qu'une chose, c'est d'arriver à la fin de l'année, là. Ouais, mais justement, si, Ouais. si je peux te donner un truc pour te motiver, c'est vraiment, t'as fait 4 ans, donc il te Ah ouais, reste... non. 5 en plus. Ça cinq. sera 5. Oui, ok. Du coup, t'auras fait 5 ans, il te reste... on est quoi? On est en novembre. Il te reste 6 mois, un peu plus, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc 6 mois comparé à ce que t'as fait, c'est rien. Ouais. Ah ouais, non. Ouais. On parle pas de 5 ans, du coup. Mhm. Ah ouais, non, mais là, c'est clair qu'il faut serrer les dents. Oui, ça fait longtemps que je serre les dents. Ouais, Ah, ma t'inquiète. pauvre, c'est horrible. Et du coup, c'est vrai qu'après, t'as de toute manière une espèce de pression, dans le sens où tu vas aller à l'uni, tu vas aller en haute école. Oui, mais tu sais, quand elle commence, les inscriptions, t'es là, mais... Enfin, c'est fou, cette société est pas du tout faite pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai des enfants de 12 ans en classe. À la fin de la 8H, je leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est pas un choix personnel, c'est que je dois leur demander. Je suis là, mais ils ont 12 ans. Ouais. 12. Alors, ok, tu peux bosser à 16 ans et puis être hyper épanoui et puis être hyper sûr de ce que tu veux faire parce que c'est hyper ancré et puis trop bien. Mais c'est tellement pas la majorité. C'est pas du tout la majorité. Et en plus, genre, t'as le droit de pas savoir ce que tu veux faire, que t'aies 12, 16 ou 20 ans. Puis ça veut dire quoi, savoir ce que tu veux Ouais, c'est faire, vu ça. qu'on change de métier, en tout cas 5-6 fois dans notre vie C'est vrai. à l'heure actuelle. Mais je trouve que c'est pas tant le problème de demander à des enfants de 12 ans ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont envie de faire. Le seul problème, c'est vraiment le contexte dans lequel on fait évoluer les enfants n'est pas du tout propice à savoir ce que tu veux faire plus tard. Mhm, mhm. Mhm. C'est clair que vu l'école primaire qu'on propose aux élèves ou vu l'école secondaire qu'on propose aux élèves ou même les études qu'on propose aux étudiants, c'est pas ça qui va te permettre de savoir ce que tu veux faire. Donc finalement, il est là le problème. Ouais, le prétexte, c'est ok, pour revenir au collège, tu vois plein de matières différentes. Et donc, ça te permet de t'imprégner de plein de choses et donc de définir plus ou moins un secteur dans lequel tu souhaites t'orienter. Mais il n'y a pas tous les secteurs qui sont représentés. Et du coup, soit tu sais ce que tu veux faire, puis tu passes par là parce que tu n'as pas le choix parce qu'il faut une matu. Soit tu as une élimination pendant Mais- j'aime trop les sciences, ça m'a trop parlé, ou la chimie, ou j'en sais rien quoi, donc je veux m'orienter là. Ou soit tu sais pas, et derrière la possibilité ou ce qui t'est proposé, c'est niette. Mais Et je du coup, il y a pense beaucoup de que- gens qui vont à l'uni par défaut. Ouais, je pense que le problème, il est plus ancré que ça. Tu vois, genre, le problème, il vient vraiment de la société, dans le sens où un enfant qui va évoluer dans un cadre familial assez développé et riche, enfin, tu vois, un enfant qui va avoir deux parents ou un seul parent qui est dans le monde, par exemple, scientifique ou qui fait je sais pas comment expliquer, mais C'est la reproduction sociale. oui, voilà, mais par exemple, moi, j'ai découvert tout un monde scientifique et de la recherche seulement en arrivant à l'université, puisque mes parents n'ont... Bah, mon père n'a jamais fait l'école en Suisse, enfin, il n'est jamais allé à l'école. Ma mère, à l'époque, si on peut dire ça comme ça, bien que ce soit pas un dinosaure, hein, mais à l'époque, elle a même pas passé les examens pour entrer au CO, donc elle a même pas fait le CO. C'est pas mes parents qui ont pu... Donc, tu es dans une dynamique où tu n'es pas dans une reproduction sociale. Et c'est Non, hyper bien. justement, C'est je ce qu'il suis faut le dans plus. Je suis une transfuge de classe. Je sais plus comment il Mais appelle ça. du coup, ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi je parlais de ça? Oui, il y a un gros problème où on peut pas demander à des enfants de 12 ans ce qu'ils veulent faire plus tard, ou même à des gens de 25 ans ce qu'ils veulent faire plus tard, s'ils ne connaissent pas les choses. Parce que tu découvres seulement les métiers qu'il existe, ou les domaines même qu'il existe, en étant en contact avec, en étant confronté à ces C'est domaines-là. ça. Où je suis justement arrivée dans le monde de la recherche, donc dans le monde académique, alors que j'avais jamais vu ça avant. Du coup, tout d'un coup, j'ai vu plein de portes qui s'ouvraient à moi que j'aurais même pas eu si j'avais pas eu la chance d'arriver à l'université, parce que mes parents n'auraient jamais pu me transmettre ça, m'expliquer qu'il existait ça, parce que eux, ils connaissent même pas. Ouais, c'est le classique de reproduction sociale. Mhm. C'est Goffman et
Bourdieu qui ont beaucoup parlé de ça. Et du coup, mais ça marche dans tous les domaines, hein, ça marche dans les études des parents. C'est pour ça que souvent, moi, ce que j'observe, c'est que, mais même chez les petits, hein, ils ont des exigences qui viennent de leurs parents. Mais il y a plein de cas de figure. Tu vois, toi, tu parlais de tes parents qui n'ont pas vécu des études, mais ils pourraient soit avoir très peu d'exigences envers toi, ou alors comme ils ont eu ou alors beaucoup trop d'exigences beaucoup envers trop moi. d'exigences envers toi, parce que fais pas comme nous, là, tu es dans un monde, tu vois. Et puis après, tu as toujours l'aspect de les parents qui ont un job, entre guillemets, bien placé, ou bien rémunéré, ou bien vu par la société. Là, eux, ils vont forcément avoir des exigences envers les enfants. Mais je parle même pas des exigences, mais rien que le choix des possibles que l'enfant va avoir avec des parents qui sont déjà haut placés, il va être beaucoup plus large que les possibilités, enfin même pas les possibilités, que les choix qui s'offrent à un enfant qui a vécu avec des parents, je sais pas, qui n'ont pas, qui ne sont pas dans une classe élevée, disons. Mais est-ce que tu dis ça en lien avec c'est la faute de la société, ou en lien avec le fait que ces enfants n'ont pas été stimulés du coup par leurs parents? Ben, c'est un peu des deux. Enfin, vois, je sais pas, je mets ni la faute sur la société, ni la faute sur c'est les capitaux de Bourdieu. Tu as le capital intellectuel, et si tu l'as pas... Mais en fait, si je prends un exemple concret, tu vois, moi, par exemple, avant d'aller au théâtre avec l'école, j'étais jamais allée au théâtre. Genre, capital intellectuel. Voilà, mes parents ne m'ont jamais emmené voir un théâtre, ne m'ont jamais emmené au cinéma avant que j'ai l'âge de le faire toute seule, aller au cinéma toute seule. Du coup, par exemple, le métier de comédienne, bah, je l'avais jamais envisagé parce que j'avais jamais vu quelqu'un faire de la comédie, faire un théâtre. Donc, je trouve que à 12 ans, pour reprendre cet exemple-là, tu peux pas demander à un élève ce qu'il a envie de faire, puisqu'il n'aura pas le bagage nécessaire, il n'aura pas toute la vision du possible de ce qu'il peut faire. Mais même finalement, à 34 ans, tout dépend est-ce que où c'est possible d'avoir... c'est ça. Mais je trouve que... Mais je sais pas, en fait, il n'y a pas de solution. Tu peux pas tout voir dans ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un réel problème de je sais pas, c'est la société le problème. Bourdieu, à l'aide. Viens trouver les mots sur ce que j'arrive pas à dire. Je crois que malheureusement, j'ai plus son prénom, mais Bourdieu n'est plus. Mais on se souvient de lui, il a écrit plein de trucs du coup. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment seul? Bon, j'ai plus son prénom non plus. Pierre Bourdieu? Ah ouais, c'est possible. Pierre Bourdieu, je crois bien. Erwin Kaufmann. Aucune idée, je ne le connais pas celui-là. C'est trop intéressant, ça j'avais trop aimé. Bah, c'est typiquement un cours que j'avais adoré dans mes études. Alors que maintenant je l'utilise très peu, tu vois. Non mais du coup, tout ça pour dire que si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est simplement ce que tu ne connais pas, je pense, le métier que tu as envie de faire. Bah, en soi, je sais ce qui me passionne et je sais ce que j'aime faire, sauf que c'est pas... Est-ce qu'une passion est un métier? Par exemple, moi, je fais de la musique, jamais je ferai de la musique mon métier, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ça reste une passion. Ok, ouais. Et tu penses pas que ce serait possible de transformer ta passion en métier? Je pense que c'est possible, mais est-ce que ça reste une passion? J'ai peur que non, du coup. Tu vois, de devoir faire. Ok, oui, je vois. Parce que là, je vais travailler, je dois aller à l'école, j'ai pas le choix, je dois préparer mes cours. Mais si j'ai envie d'attraper ma guitare et de jouer, c'est vraiment mon bon vouloir. Et du coup, c'est quoi? Après, il y a des gens qui peuvent... Enfin, je pense que mon métier est aussi une passion, vu comme je le vis. Ouais. Bref. Mais par curiosité, c'est quoi? C'est aussi la musique. Okay. Après, tu vois, c'est un domaine, la musique, et puis c'est hyper large, tu vois. Ouais. Alors certes, c'est un domaine compliqué. Ouais, voilà. Mais tu peux partir de l'ingé son au musicien... À l'événementiel. À l'événementiel en général. Ah ouais, ça me plaît, je crois, l'événementiel. Ouais, non, c'est un truc qui m'a toujours passionné, mais moi, j'ai l'impression que je me suis toujours mis un peu des œillères, un peu en mode... de toute façon, tu peux pas faire ça en Suisse. Enfin, j'ai toujours entendu ça. Et je pense que j'ai gardé ça en tête et je me suis dit... Enfin, en fait, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve d'autres choses qui m'intéressent. Et j'ai trouvé d'autres choses qui m'intéressent, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte que je me mettais des barrières à moi-même en me disant, genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis tout d'un coup, tu commences à rentrer un peu dans ce monde-là. Puis tu te dis, mais en fait, il y a plein de gens qui en vivent, en fait. Ouais. Du coup, puis c'est... Après, typiquement, c'est un domaine où peut-être tu dois cumuler différents jobs. Mais moi, je pense que c'est un truc qui me plairait aussi, parce que j'ai horreur de la routine et de faire toujours la même chose. Du coup, c'est trop bien. C'est hyper éclectique, tu touches à tout. Un jour, tu vas mixer, un jour, tu vas donner un cours.
Mais si tu t'es toujours dit en Suisse c'est pas possible, qu'est-ce qui t'empêche, enfin qu'est-ce qui te, bon là ok t'es au collège tu dois finir, mais qu'est-ce qui t'empêche de partir de la Suisse? Ah ouais, non, ça c'est clair, je peux le faire. Quand Ah. je pense que j'ai réalisé que c'était possible ouais, pendant mon collège, je pense. Ok. Mais moi j'ai toujours... je suis le cliché de la petite fille qui disait à 4 ans, moi quand je serai grande je vais être chanteuse, quoi. Et j'ai toujours adoré ça, mais je me suis toujours dit, j'aime ça, mais ce sera pas ça ma vie, quoi. Et peut-être Et peut-être. on en reparlera dans quelques années. On fait un podcast dans 5 ans et on verra. D'accord, ça marche. Je pense qu'on va gentiment arriver au bout de notre discussion très variée. Ouais, Mais la solitude. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on on part d'un truc et puis au final, je pense qu'on a abordé 3 sujets différents entre la solitude, l'anxiété et puis les études en Suisse. Mais du coup, c'était trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous êtes encore là à m'écouter, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, d'être resté là. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu. Alors, vous avez vu, on est parti d'un sujet à l'autre, la solitude pour aller vers l'anxiété, pour aller ensuite vers les études, la pression des études surtout. Et c'était très, très, très riche. C'est très agréable de découvrir quelqu'un en partant de ce dont il a envie de parler, d'être dans le développement personnel, de voir où cette personne en est en ce moment dans sa vie, pour apprendre simplement à la découvrir. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que ça veut dire que ça vous a plu, et ça, c'est vraiment hyper chouette. Bon, j'imagine qu'on se retrouve très, très bientôt, soit pour Tu parles, soit pour Je parle. Alors, j'ai plein d'idées de personnes à inviter dans ce podcast, à voir qui sera la prochaine. Évidemment, il faut que la personne soit motivée. Si vous écoutez ce podcast puis que vous avez envie une fois d'y participer, faites-moi signe, il n'y a aucun problème. Vous trouvez assez facilement mes réseaux sociaux. Et sinon, j'espère qu'on se retrouve très très vite. Encore merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. À la prochaine. Tu parles, le podcast qui s'intéresse à l'autre.